Anatomie de l'oreille. L'oreille est un organe pair et symétrique, situé latéralement de chaque côté du crâne dans l'os temporal au niveau des cavités creusées. Le rocher, point assure deux fonctions, audition et équilibration. Elle joue un rôle important dans l'équilibre par son appareil vestibulaire. On lui distingue trois parties: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Chaque structure assure une fonction précise. C'est la partie visible de l'oreille. Elle comprend deux sous-parties: le pavillon ou auricule, le conduit auditif externe. Le pavillon. Il est placé latéralement sur le crâne, en arrière de la branche montante du maxillaire inférieur. Formé de reliefs et de creux d'origine cartilagineuse. Il est formé en périphérie par un bourrelet appelé l'hélix, s'élargissant en bas pour former le lobule de l'oreille. À l'intérieur et en haut on trouve un relief concentrique à l'hélix, appelé l'antélix. En bas on trouve la conque, où s'ouvre le conduit auditif externe. La conque est bordée du tragus en avant et de l'antitragus en arrière. B. Le conduit auditif externe, CAE. C'est un canal long de 3 cm. Il s'ouvre au niveau de la conque en dehors, fond fermé par la membrane du tympan. Ses parois cartilagineuses en dehors, osseuses en dedans contiennent de nombreux follicules pileux, des glandes sudoripares et sébacées, sécrètent une matière cireuse, le cérumen. Tympan. Il délimite l'oreille externe et l'oreille moyenne. C'est une membrane souple, fibroélastique, dans laquelle est incluse le manche du marteau, visible par transparence. Elle est située dans l'épaisseur du rocher, séparée de l'oreille externe par le tympan. Elle comprend trois parties communiquant les unes avec les autres et qui sont: la caisse du tympan, les cavités mastoïdiennes, la trompe d'Eustache. Organisation générale de l'oreille moyenne, 1 point tympan. 2. Caisse du tympan, chaîne des osselets. 3. Marteau 4. Enclume 5. Étrier fixé sur fenêtre ovale 6. 7. Fenêtre ronde 8. Trompe d'Eustache 9. Muscle péristaphylin. La caisse du tympan. Il est une cavité creusée dans l'os temporal. Sa paroi antérieure est osseuse, présente l'orifice de la trompe d'Eustache. Sa paroi postérieure, l'orifice de l'antre mastoïdien. Sa paroi externe, membrane du tympan, sépare au point N de OE. Sa paroi interne osseuse, formée par le rocher contenant l'oreille interne. Deux orifices, fenêtre ronde et fenêtre ovale, qui communiquent avec l'oreille interne. La caisse du tympan est traversée par la chaîne des osselets, composée de trois os: le marteau, en dehors, dont le manche est inclus dans l'épaisseur de la membrane tympanique; l'enclume, en position intermédiaire, articulé avec ces deux os; l'étrier, en dedans, dont la base est scellée par un ligament à la fenêtre ovale. Ces trois osselets forment une chaîne entre le tympan et la fenêtre ovale. Cette chaîne transmet les vibrations du son du tympan à l'oreille interne. B. Les cavités mastoïdiennes. Les cavités mastoïdiennes sont creusées dans l'épaisseur de la partie mastoïdienne de l'os temporal. Elles se nomment cavités ou cellules. Elles sont de nombre variable. La plus volumineuse est l'antre mastoïdien. Elles communiquent directement avec la caisse du tympan, en arrière de laquelle elles sont situées. C'est la trompe d'Eustache. C'est un canal long de 4 cm qui va de la paroi antérieure de caisse du tympan à la paroi latérale du rhinopharynx, fait communiquer ces deux organes. Il est constitué de tissus osseux en arrière et de tissus fibrocartilagineux en avant. Cette dernière portion s'ouvre à chaque déglutition. Elle est située en dedans de la caisse du tympan et est encore appelée le labyrinthe. Elle est de forme complexe et comprend labyrinthe osseux creusé dans le rocher, labyrinthe membraneux contenu dans le labyrinthe osseux. Ces deux éléments sont séparés en partie par un espace, l'espace périlymphatique, rempli d'un liquide appelé la périlymphe. Le labyrinthe osseux. Divisé en trois parties: le vestibule, les trois canaux semi-circulaires, le limaçon osseux. Le vestibule communique avec la caisse du tympan par la fenêtre ovale.
Cavité osseuse contenant deux poches d'origine membraneuse, l'utricule. Le sacule. Les canaux semi-circulaires organisés en canaux semi-circulaires, externes, supérieurs et postérieurs. Ils contiennent les canaux semi-circulaires membraneux correspondant et s'ouvrant dans le vestibule. Le limaçon osseux également appelé cochlée, il loge le limaçon membraneux, ou canal cochléaire. Sa paroi présente des épaississements crêtes acoustiques dans les canaux semi-circulaires. Taches acoustiques dans le vestibule. Organes de Corti dans le limaçon. Les fibres du nerf vestibulaire prennent naissance dans les crêtes et les taches acoustiques, celles du nerf cochléaire dans l'organe de Corti. Les fibres du nerf vestibulaire prennent naissance dans les crêtes et les taches acoustiques, celles du nerf cochléaire dans l'organe de Corti. Le conduit auditif interne. C'est un canal creusé dans le rocher, dont l'orifice interne s'ouvre dans l'étage postérieur de la base du crâne. Laisse le passage au nerf facial, cochléaire, vestibulaire qui s'engage dans les orifices au fond du conduit. Les nerfs cochléaires et vestibulaires se rejoignent et forment le nerf auditif ou cochléo-vestibulaire. L'oreille assure deux fonctions. Audition et équilibration. Elle possède des organes spécifiques pour assurer chacune de ces fonctions. L'audition. L'audition est la perception d'un son qui est le résultat d'un mouvement des molécules d'air qui nous entourent. Le son est caractérisé par les éléments suivants. A. La fréquence, elle correspond au nombre d'ondes sonores qui passent en un point par unité de temps. Plus un son est aigu, plus la fréquence est élevée. L'oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence va de 20 à 20 000 Hz, Hz égale nombre de cycles S, la meilleure acuité auditive se place entre 1000 et 4000 Hz. B. L'amplitude, plus un son est puissant, plus son amplitude est grande. L'intensité d'un son se mesure en décibels, dB. L'amplitude d'une conversation normale se situe aux alentours de 50 dB. C. Le timbre, permet de différencier plusieurs instruments qui émettent la même note. L'oreille humaine est capable de discerner environ 400 000 sons différents. Schématiquement, les ondes sonores sont transportées par les oreilles externes et oreilles moyennes vers l'organe de Corti, oreille interne, où elles sont transformées en un flux nerveux, qui emprunte ensuite les voies auditives jusqu'au cerveau, qui analyse les ondes sonores. La transmission du son, le mode de transmission du son est de 4 types dans l'oreille, en partant du pavillon jusqu'à l'encéphale, aérienne. Mécanique. Liquidienne. Nerveuse. A. Rôle de l'oreille externe. Il capte les sons grâce au pavillon, et les oriente vers l'intérieur du conduit auditif externe jusqu'à la membrane du tympan. Sous l'effet des vibrations sonores, le tympan aussi se met à vibrer. Le tympan ne peut fonctionner correctement que si la pression de l'oriel externe et celle de la caisse du tympan sont identiques égale rôle de la trompe d'Eustache. B. Rôle de l'oreille moyenne. Elle transmet les vibrations tympaniques à travers la caisse du tympan qui est une cavité aérienne, jusqu'aux cavités liquidiennes de l'oreille interne. Pour ce faire, l'énergie sonore issue de la membrane tympanique doit être amplifiée, le liquide est plus difficile à ébranler que l'air. Cette amplification est réalisée grâce à deux phénomènes, l'articulation mécanique de la chaîne des osselets, la différence de surface qui existe entre la membrane tympanique et la fenêtre ovale. Lorsque les sons sont trop importants, il y a un risque de lésion de l'oreille interne. Mécanisme de protection, réflexe stapédien, contraction du muscle de l'étrier, réflexe acoustique, contraction du muscle du marteau, égale rigidifie la chaîne des osselets et empêche donc transmission du son. C. Rôle de l'oreille interne. Les vibrations parvenues à l'étrier sont transmises par la fenêtre ovale au liquide périlymphatique, qui vibre à son tour. La propagation des vibrations dans le liquide suit tout d'abord la rampe vestibulaire du limaçon, puis la rampe tympanique, pour aboutir à la fenêtre ronde, qui se déforme. La plus grande partie de l'énergie passe de la rampe vestibulaire au canal cochléaire, et à partir de là, à la membrane basilaire, qui vibre à son tour, elle ébranle les cellules auditives. Les cellules auditives sont alors déplacées latéralement. Le déplacement des cellules auditives entraîne la libération d'un neurotransmetteur qui va stimuler les fibres nerveuses du ganglion de Corti. L'influx est créé, il se propage alors le long des axones du nerf cochléaire.
B. Les canaux semi-circulaires, ils sont sensibles aux accélérations angulaires de la tête. Ils participent ainsi au maintien de l'équilibre. Ils sont organisés en 3 plans perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Ces 3 plans déterminent 3 axes de mouvement perceptibles, mouvement de la tête de bas en haut et de haut en bas, acquiescement. Mouvement de la tête de gauche à droite et de droite à gauche, négation, mouvement de la tête latérale, oreille vers l'épaule, hochement. Chaque mouvement de ce type exerce une accélération angulaire au niveau de l'endolymphe contenu dans les canaux semi-circulaires. Les mouvements liquidiens sont perçus par les cellules ciliées de décrètes ampulaires. Celles-ci sont stimulées, elles déclenchent un influx nerveux dans le nerf vestibulaire, ou branche vestibulaire du nerf auditif.